Alors la carotte et le bâton. Oui, la carotte et le bâton. Il paraît que c'est ça qui fait avancer les foules, les peuples, je ne sais pas les soldats, mais en tout cas les foules et les peuples. On le voit en ces temps de Covid. Et par exemple, voici effectivement ce qui s'est passé sur les ondes avec le docteur Karine Lacombe. Est-ce que vous avez vu que dans plusieurs pays dans le monde, pour pousser la population à la vaccination, on fait des cadeaux. Parfois on offre une bière, parfois on offre un petit chèque. Absolument. Parfois, vous avez vu cela, c'est une solution. Ah oui, c'est une solution en fait qu'on utilise fréquemment dans d'autres maladies. Ah bon? Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple en France? Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, alors des mesures financières, ça semble un peu compliqué, mais pourquoi pas? Après tout, se dire que on a une espèce de petite allocation qui pourrait être attribuée à chaque personne vaccinée avec un schéma vaccinal complet. C'est des mesures qui peuvent être imaginées, oui. Eh bien oui, Karine Lacombe, donc qui est chef du service hospitalier des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, parlait hier sur BFM avec Jean-Jacques Bourdin et disait alors voilà, pourquoi pas des primes. Ah oui, c'est intéressant. Alors maintenant, pour se vacciner, alors que c'est gratuit, c'est remboursé, la sécurité sociale paye, mais c'est gratuit. Alors non seulement il faudra les encourager, mais pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, on va leur offrir des carambars, peut-être un peu plus, 50 €, ou une place de cinéma ou de théâtre quand les théâtres vont ouvrir, ou alors peut-être un ticket de loto, ou pourquoi pas. C'est intéressant, hein. Intéressant. Donc on va amener à la vaccination maintenant en disant voilà, viens chez moi, tu auras à manger et à boire. Il y a un problème. Comment un médecin, chef de service hospitalier peut dire ça? Quelques jours avant d'ailleurs, un autre épidémiologiste, Martin Blachier, parlait de Karine Lacombe. Et il disait ceci, et franchement, ça peut poser, c'est frapper un peu au coin du bon sens quand on entend ce qu'elle vient de dire, Karine Lacombe. Écoutez Martin Blachier. Je suis désolé, mais Karine Lacombe, elle a le don de sortir des espèces de choses comme ça, et elle surfe en permanence sur les tendances. Et maintenant, elle signe une tribune pour dire qu'elle va trier les malades, alors qu'elle est même pas réanimateur. Enfin voilà, je trouve qu'au bout d'un moment, il y a un peu d'opportunisme. J'ai pas l'impression qu'elle a eu particulièrement de pertinence dans ses prises de parole. Donc je trouve que ça suffit, quoi. C'est suffisamment grave pour que on ne joue pas en permanence comme ça, avec les peurs, en essayant de faire un bras de fer, avec des intentions qui sont pas toujours, franchement, à quoi ça sert? Au bout d'un moment, quand vous avez une prise de parole, il faut savoir, est-ce qu'elle va être utile ou est-ce qu'elle va pas être utile? Et parfois, il y a des prises de parole qui sont toxiques, qui ne doivent pas être prises. Voilà ce que disait Martin Blachier. Écoutez, de toute façon, au-delà des questions de personnes, franchement, est-ce que c'est une bonne chose, c'est une bonne idée de dire, donc ça veut dire quoi? Alors on a inventé, excusez-moi, je vais l'employer, la prostitution vaccinale, c'est ça? C'est le racolage, maintenant on va être obligé de racoler pour que les gens viennent se piquer ou être piqués. Il y a quand même un problème là, hein. Il y a quelque chose de, j'allais dire de pourri, ne disons pas de pourri, mais quelque chose de bizarre dans la maison du Danemark, comme disait Shakespeare. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Louis Saillant, qui est officier de l'armée française, qui a travaillé pour les forces spéciales et qui est auteur de ce livre, Chef de guerre, aux éditions Mareuil. Alors Louis Saillant, bonjour. Bonjour monsieur. Quand j'ai reçu le livre, je me suis dit, bon, encore une histoire de guerre, un document de guerre, les forces spéciales, on va raconter des histoires, et c'est pas du tout ça. C'est un livre que je recommande vraiment de lire aux auditeurs de Sud Radio, parce que ça, pour nous, civils, pour nous qui sommes loin des lignes de front, mais qui entendons parler, et qui oublions quelquefois que si on est peut-être en sécurité, et peut-être un peu protégé, ou peut-être un peu épargné, c'est parce qu'il y a des gens, des milliers de gens qui risquent leur vie sur tous les fronts, en Moyen-Orient, en Afghanistan, au Sahel, ou ailleurs. Et oui, parce que sinon, ce serait déjà à nos portes, même si nous avons eu à subir un certain nombre de commandos, je ne dirais pas de commandos, parce qu'il ne faut pas employer ce mot pour ces gens-là, mais de gens qui venaient pour tuer, pour décapiter, pour tabasser. On l'a connu évidemment en France,
Mais il y a cela, il y a des gens qui se battent et qui risquent leur vie. Et vous parlez de cela, Louis Saillant, c'est force spéciale, 2000 opérationnels, 400 commandos, et vous, c'est les commandos marines. Mais d'abord, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que vous faites très bien de raconter l'endurance qu'il faut pour arriver à être admis dans les commandos marines notamment, mais les autres aussi. C'est quand même extrêmement dur. Enfin, ce que vous racontez, il y a quand même un combat contre soi-même, contre son corps, et éprouver sa résistance d'une manière paroxystique, quoi. Oui, absolument. C'est ce qui constitue le maillage principal de notre filtre, finalement. C'est ça qu'on va venir chercher. En fait, on va nous sortir de nos vies de confort. Regardons-nous, on est assis, installés confortablement dans nos sièges, on est bien chauffé, on a l'électricité, de la lumière, on va manger chaud à midi, tout va bien. Sauf que là, on nous sort justement de cet environnement et il ne faut pas grand-chose pour nous sortir de ça. Il suffit de nous mettre dehors, tout habillé, dans l'eau, tout de suite là, les choses prennent une autre allure, on va dire. Et ça nous permet aussi de réfléchir un petit peu au confort duquel on peut profiter tous les jours. Hein. Ça fait vraiment réfléchir, ça fait cogiter tout ça. Et oui, ça fait vraiment cogiter, et d'autant plus que, effectivement, non seulement c'est dur au stage, dans les stages, etc., vous racontez comment la sélection est extrêmement drastique, hein, vos entraîneurs, enfin ceux qui voilà, et d'ailleurs, donne l'exemple, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que quand vous allez, par exemple, dans les cuves, où on s'oblige avec tout votre barda, tous vos uniformes, enfin tout votre truc, à plonger dans l'eau, et quelquefois c'est une eau pas très, je dirais pas propre, mais avec quelquefois fétide. Et vous dites après ça, c'est qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'entraînement. Après, c'est le terrain réel, c'est la guerre réelle. Et vous, ça fait 10 ans, enfin pendant 10 ans, vous avez connu cela. Oui, absolument. C'est des épreuves qui nous conditionnent à vivre la guerre. La guerre, c'est une hygiène de vie très dégradée. C'est dormir à même le sol dès qu'on a un instant, c'est profiter de la paix qu'on a dès qu'on peut pour se restaurer, travailler ses bobos, s'occuper de ses bobos, etc. Donc ça nous apprend vraiment à devenir de vrais opérationnels, parce que les théâtres sont durs, les théâtres sont éprouvants. Donc on a besoin de gars qui puissent être résilients et à la fois adaptables. Donc c'est une sélection qui est très précise, qui est drastique, mais parce que finalement, il y a peu de profils qui correspondent vraiment à ça. Et alors justement, ce profil-là, vous racontez d'abord, vous vouliez être professeur, et puis vous dites que c'est pas ça qui correspondait, puis vous avez été à l'école de l'air, vous avez appris à être pilote, effectivement, et puis en fait, vous avez envie, les commandos, le choc, les commandos de choc, c'est l'équivalent un peu des Marines américains, on peut dire. Alors c'est l'équivalent des SEALs. Des SEALs, oui, c'est ça. Voilà. Les SEALs qui sont allés traquer Ben Laden, exactement, les SEALs, exactement. Ceux de Somalie aussi, etc. Exactement, c'est ces gars-là, voilà, c'est ça. On a cette particularité de vivre dans le milieu maritime. On est les experts du milieu maritime. Alors, ça ne nous empêche pas d'aller dans le désert, dans la montagne, etc. Mais quand il faut se référer au milieu maritime, on est les experts, et c'est nous qu'on va appeler en priorité. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous a appris ? Qu'est-ce que vous tirez, parce que vous en parlez dans votre livre, vous parlez de tout ce que vous avez vécu, enfin de tout, d'un certain nombre d'opérations, d'autres sûrement que vous ne pouviez pas parler, vous n'aviez pas envie de parler, mais qu'est-ce que vous avez appris en fonction des valeurs? C'est-à-dire, vous nous dites, quelles sont les valeurs qu'on a quand on est effectivement, là, on est au pied du mur, ce n'est plus une discussion, comme vous dites, à la radio ou ailleurs, ce n'est plus être avec des amis et même discuter de façon très forte, on est face à quelqu'un qui, s'il peut vous tuer, vous tuera, c'est tuer ou être tué, et vous parlez aussi des fois où vous avez eu des choix à faire, mais qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire, au fond, vous êtes dans cette nudité où c'est plus le discours qui va jouer, c'est l'action. Oui, qu'est-ce qui reste? En fait, c'est très intéressant parce que l'armée a son propre système de valeurs. L'armée est un sanctuaire de valeurs. On retrouve sur tous les bâtiments de la marine, j'avais évoqué ça en venant ici la dernière fois, ces 4 mots: honneur, valeur, patrie, discipline. Ça, c'est un petit peu le fondement de toutes nos idées et des valeurs auxquelles on adhère implicitement, intrinsèquement, quand on rentre dans la marine. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous partez au combat comme ça, et qu'effectivement vous avez affaire à des situations qui sont très difficiles, en fait vous signez pas de papier. On fait pas de contrat.
Ouais. On dit pas, ok, bah moi je m'engage à aller jusqu'au bout avec mes petits camarades et à pas les lâcher. Parce que attention, il n'y a pas de papier signé, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Il n'y a rien en fait. Il y a rien. Et en fait, tout ça, c'est des espèces de relations féodales. C'est des relations d'homme à homme. C'est-à-dire que quand mon camarade va aller faire telle action et que je lui dis ne t'inquiète pas, je vais te couvrir, lui il le sait. Il le sait et en fait la parole que je lui ai donnée suffit. On ne doute pas un instant de la parole de l'autre. Pas un seul instant. Et c'est d'ailleurs ce qu'on éprouve aussi lors du filtre. C'est-à-dire que quand on vous met dans l'eau en rang et que y en a un qui commet une faute et donc vous allez en plus déguster 80 pompes parce qu'il y en a un qui a commis une faute, en fait on vous endurcit et on apprend à avoir ce sens de la cohésion, ce sens du groupe en fait. Et ce sens du groupe, il ne tient qu'à une chose, il ne tient qu'à la confiance. À la confiance en la parole donnée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à la base de nos échanges dans nos unités qui forment une espèce de petite société parallèle. Mais alors justement, vous en parlez, mais il y a aussi la nature humaine. Louis Saillant, vous dites vous-même, d'ailleurs dans les stages, de temps en temps, il y en a quelques-uns qui esquivaient un peu, qui essayaient de contourner les règles. C'est la nature, hein, on ne va pas leur jeter la pierre. Mais justement, vous dites la parole, mais est-ce que dans les moments où il y a une peur extrême, où il y a la peur, ça existe, d'ailleurs vous en parlez aussi, on en reparlera, mais et quand il y a ça, on peut avoir aussi une faiblesse, on peut avoir qui est, voilà, et vous dites... En fait, il ne faut pas tenir compte de ça, il faut d'abord tenir compte que tous vont tenir. Bien sûr, on est tous faibles. Hein. On est tous faibles, moi le premier. Et moi le premier, je faillis, moi le premier, je fais des fautes, je fais des erreurs. Mais il y a une vraie différence entre donner sa parole à son camarade, lui assurer qu'on sera là, etc., et faillir, que de donner sa parole en sachant qu'en fait on va faillir. Que de mentir en fait. Oui. Et donc ça c'est un petit peu le truc, c'est-à-dire qu'on part. Il n'y a pas de duplicité. J'ai un copain qui me disait quand on est rentré, il me disait, alors c'est un gars qui était beaucoup plus expérimenté que moi, et il me disait si tu ne fais pas confiance ni à ton chef ni à tes subordonnés, d'office, c'est-à-dire que si on fait pas ça d'office, tu peux poser ta casquette tout de suite, tu peux quitter. Ça ne sert à rien de continuer. C'est la racine. Pas cette relation de confiance qui est instaurée dès le départ, on n'ira nulle part. Et ça, on le voit, hein, alors on peut extrapoler, hein, vous regardez des pays comme le Japon. Quelle est la richesse principale du Japon ? Un des pays, l'une des premières économies au monde. Ce pays n'a pas de ressources naturelles. Ouais. L'ensemble de leur économie est fondé sur la confiance. Ce sont les relations de confiance qui tiennent leur économie ensemble, qui tiennent leur société ensemble. Le code du samouraï. Et on continue d'en parler avec Louis Saillant, un livre passionnant, Chef de guerre. On en parle tout de suite après. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Louis Saillant, chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando marine. D'ailleurs, l'expression chef de guerre, c'est bien que vous l'ayez, disons, précisé, parce que chef de guerre, ça fait souvent, vous savez, les razzias, les choses comme ça, chef de guerre. Et là, effectivement, c'est chef de guerre, mais dans un contexte très, très, très précis. Et parlons un peu de cela. Quelle est la différence, je voudrais que, puisque vous l'avez vécu, vous en parlez dans votre livre, entre effectivement quand on est en stage, même un stage extrêmement dur, hein, encore une fois, on le voit dans le livre à quel point il y a très peu de gens qui résistent, et le terrain, la guerre, enfin le terrain, le Sahel, l'Afghanistan, je ne sais pas où qu'on soit, au Kigali ou ailleurs, c'est quoi ? C'est le fait qu'on sait qu'en stage, est-ce que dans votre... inconsciemment, mettre dans votre tête, on sait que le stage, même si ça va être très dur, le risque de la mort ou le risque là est quand même peu fréquent, je dirais, c'est le moins que l'on puisse dire. En revanche, sur le terrain, tout peut arriver. Est-ce que c'est ça la différence, je veux dire, intérieurement, pour vous ? Pour moi, on est dans deux états différents. Quand on arrive au stage, on est préparé, mais on est quand même un peu innocent. C'est-à-dire qu'on typiquement au stage commando, on nous enlève nos montres, on ne connaît pas le programme. Ah oui. On ne sait pas ce qui va se passer l'instant après. Ou rien. Donc on est un peu désorienté. Quand je dis qu'on est un peu innocent, c'est-à-dire que on se prépare à tout, on s'attend à tout. Donc on ne peut pas vraiment anticiper. Et du coup, on est très vulnérable.
Donc on est obligé d'obéir aux instructeurs, de faire exactement ce qu'on nous demande de faire, mais dans une situation très inconfortable et qui peut générer en nous de la peur, qui peut générer déjà en nous une forme d'inconfort moral, de pas savoir si cette nuit je vais devoir sauter dans une cuve d'eau noire, etc. Mais vous savez que vous ne risquez pas quand même la mort. Alors on sait que c'est cadré, on sait que c'est bien bordé, qu'il y aura un plongeur si on saute à l'eau, qu'il y a des instructeurs qui sont là si on tombe, il y a l'infirmerie qui est pas loin, etc. Donc tout ça on le sait. Néanmoins, ils arrivent à nous mettre dans un état d'instabilité qui nous fait toucher du doigt un petit peu. Et vous enlève votre zone de confort. Exactement. Et donc du coup, on peut être pris de panique, on peut avoir peur. Donc ça peut nous arriver. Maintenant, quand on part au combat, c'est très différent parce que quand on est au stage commando, vous présentez au stage commando, il y a des copains. Mais bon, après, une fois le stage commando terminé, vous savez que vous allez vous disperser entre différentes unités. Quand vous partez au combat, vous partez avec un groupe, avec un ensemble, une unité qui, elle, est blindée. On est vraiment très fort ensemble, on est entraîné, on est préparé. Le nombre, c'est combien Nos groupes, ils font entre 10 et 15 personnes, et vous pouvez partir jusqu'à 2, 3, voire 4 groupes sur le terrain. D'accord. C'est fait possible. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on n'a pas du tout la même vision des choses. Vous êtes soudés. On est extrêmement soudés et on est extrêmement préparés. On met tout en œuvre pour confronter l'ennemi, aller le chercher, le débusquer et le ramener soit à la justice, soit le ramener 6 pieds sous terre, s'il le faut. Mais on est prêt à ça. Et donc ça, c'est hyper important, parce que du coup, on a vraiment une capacité de voir en profondeur sur le terrain, d'anticiper, etc. Et donc, plus on travaille, plus l'ennemi sera facile à appréhender. Plus on fait un travail de renseignement, etc. Et donc là, on a une vraie action sur le futur. Alors qu'au stage commando, on est livré à nous-mêmes, on ne sait pas ce qui va se passer, et on est très vulnérable. C'est ça, c'est-à-dire que là, vous avez le risque, effectivement, tout peut arriver, mais vous êtes déjà préparé, vous êtes rodé, vous êtes entraîné, et puis vous avez vos camarades, enfin les gens sont là, etc. Ah bah on compte les uns sur les autres comme des frères. Hein. Est-ce que vous avez une situation où vraiment vous avez senti, je dirais, il y a plusieurs situations, le vent du boulet? Ah oui, le vent du boulet, on le sent parce qu'on a un ennemi qui est malin. L'ennemi est malin, c'est-à-dire qu'il n'a pas nos technologies. Ils le savent, ils ne sont pas bêtes, et ils savent très bien que s'ils engagent un soldat français à 300 mètres, il y a de fortes chances que le soldat français réplique et fasse mouche. Parce qu'on est bon tireur, parce qu'on est entraîné, parce qu'on a le matériel. Ou qu'on est des appuis extérieurs. Donc ils le savent, ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se mettre dans une position où ils auront plus de chances de toucher. Ils auront plus de chances d'éliminer. Et là, du coup, ils vont plutôt que de faire un engagement ouvert à 300 mètres, ils vont préférer un engagement de cache-cache à quelques mètres. C'est ça. Et donc là, il suffit qu'ils se cachent, qu'ils se terrent dans des sous-sols, dans des grottes, dans des buissons, et ils attendront le dernier moment où là, finalement, on n'est plus à, je dirais 5 à 95%, on est à 50-50. C'est-à-dire qu'on a 50-50% de chance de sortir. Et donc là, forcément, comme ils ont compris ça, nous, ça nous rend extrêmement vulnérables sur le terrain. Et effectivement, j'ai été amené à sentir plusieurs fois le souffle du boulet. Ouais. Et dites-moi, de ce point de vue-là, vous parlez des djihadistes et vous dites justement attention, déradicalisation, ça ne veut rien dire. Ils ont le temps, ils savent ce qu'ils font et ils prennent le temps. Vous avez quelques pages là-dessus où vous avez évidemment, et c'est intéressant parce que votre point de vue est pour moi beaucoup plus intéressant que les 400 bouquins d'islamologues qu'on reçoit pratiquement sur les pieds chaque année. Vous dites attention, ce n'est pas des nihilistes, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, qui prennent le temps. Expliquez-nous. En fait, on a une vision un peu clausewitzienne où nous, on sépare la politique de la guerre. La guerre, l'armée est au service de la politique. Ouais. La guerre est le prolongement de la politique. Par d'autres moyens, absolument. Par d'autres moyens. Donc ça, c'est notre façon de voir les choses. Alors, à l'occidental. À l'occidental, exactement. Alors l'origine de ça, on peut remonter loin, c'est les Grecs, les phalanges, déclinés en Europe par la chevalerie et déclinés aujourd'hui par les armées contemporaines, pour faire rapidement. Donc ce qui veut dire que les armées obéissent à la politique, premier point. Deuxième point, si vous allez en Orient, vous n'avez pas cette séparation-là. Tout est mêlé, en fait. Et donc,
la politique est quasiment... En fait, la guerre, c'est la guerre qui est la continuation de la politique. Exactement. On peut inverser quasiment l'idée en disant que la guerre est finalement l'aboutissement de la politique et l'aboutissement de la guerre. De l'idéologie, enfin. Exactement. Et donc, ça les installe dans une posture qui est complète, où on ne sépare pas la guerre de la politique. Et donc, la vision est complète. On l'a eu pendant très longtemps en Europe. C'est ce qui a permis l'expansion de l'Europe. Voilà, c'est le bicentenaire de Napoléon. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut évoquer. À la fois politicien et guerrier. Bon, et puis l'empire, etc. Exactement. Mais eux, vous dites qu'ils sont pris par une idéologie, c'est-à-dire qu'ils veulent le triomphe de leur doctrine, c'est ça. Et qu'ils sont prêts à prendre tout le temps et tous les moyens pour ça. C'est l'avantage qu'ils ont, puisqu'ils savent que finalement nos politiques, donc ils ont bien compris cette séparation, et ils voient le maillon faible dans l'histoire. Le maillon faible, c'est pas l'armée. Le maillon faible, pour eux, c'est la politique qui, chez nous, est très temporelle dans le sens où elle se recycle très vite. Et donc elle change. Oui, on retire les soldats, on change exactement. tous les 4 ans. La meilleure anecdote que j'ai pour ça, c'est une interview que j'ai vue de François Hollande qui expliquait son entretien avec Poutine. Donc, voilà. Donc entretien entre deux politiciens. Et l'interview s'est faite dans un contexte particulier puisque la France venait de refuser à la Russie la vente de bâtiments de guerre. Je sais pas si Mistral. C'est en 2013, je crois. Oui, 2013, voilà. 2012-2013, oui. 2013. Et donc, Poutine avait reproché, pour justifier cette interdiction, Hollande avait reproché à Poutine, pour justifier cette interdiction, les exactions qu'il y avait eu lorsque la Russie avait envahi la Crimée. Oui, la Russie et l'Ukraine. Enfin, il y a eu l'histoire de l'Ukraine. Bon. Et du coup... Annexer la Crimée, oui. Annexer la Crimée. Ils ont... Donc, c'était un reproche qui était assez net. Et lorsque Poutine a entendu ça, il a dit, mais attendez-vous les soldats français en Algérie, est-ce qu'il n'y a pas eu des exactions? Avez-vous la mémoire courte? Et donc... Bon, le dialogue s'entend parfaitement, mais ce qui était très intéressant, c'est la réponse de Hollande, qui a dit « Mais l'Algérie, ce n'était pas moi. » Oui, c'était quelqu'un d'autre. Exactement. Ouais. Et c'est là où on voit une opposition entre un pays qui voit son pays comme une civilisation, ou tout du moins quelque chose qui se fait dans la durée, qui s'ancre dans la durée, et de l'autre quelque chose qui s'ancre dans une temporalité assez courte, finalement. C'est ça, et c'est vraiment, et vous avez très bien dit, c'est vraiment cette guerre asymétrique, totalement asymétrique que nous avons à mener et qui n'est pas simple. Et votre livre est passionnant, alors je sais que vous arrivez au terme de votre... Vous allez passer en politique, juste Non, alors je vais répondre non, et c'est la réponse, c'est la vraie réponse. Maintenant, la politique me passionne, tout est politique. Oui, donc vous dites oui. Non, je dis non. Parce que si je dis oui, les gens vont penser que je vais monter un parti, que je vais prêter à des régionales, que je vais monter un institut de réflexion, etc. C'est pas du tout le cas, en fait. Je ne ferai pas ça. En revanche, il y aura quelque chose qui sera en lien avec la politique qu'on est en train de monter, mais ce ne sera pas ça. Eh bien, écoutez, vous reviendrez, vous nous en parlez. En tout cas, je suis sûr que vous avez votre rôle à jouer. Très aimable, merci. Louis Saillant, chef de guerre aux éditions Maillreuil, et vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr.